Et ensuite, petite anecdote, à partir de la rivière au Pin, en montant, jusqu'à Saint-Gabriel, il y avait un secteur que les Irlandais appelaient Rushabok. On ne connaît pas l'origine du mot Rushabok. Je présume que c'est un mot irlandais. Il y a un arpenteur francophone qui l'a écrit Roche à Boc. Les Irlandais disaient Rushabok. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais c'était le secteur Rivière-au-Pin, à partir du chemin Fossambeau ici, jusqu'à la limite Saint-Gabriel-de-Valcartier. OK. C'était pas un grand territoire, mais c'était un territoire qui était très bon au niveau culture, de la bonne terre. C'est spécial, il n'y a pas de chemin actuel présentement qui relie ces deux secteurs-là. Hein? C'est par l'autre côté qu'on y va. Si vous arrivez par le chemin du sommet, Ouais. vous arrivez en bas, c'est bloqué. Le marécage en bas. Ouais. Et après ça, vous remontez, vous tombez sur le chemin Wexford à Shannon. Donc, c'était le 6e rang, c'est la 6e concession. OK. Alors, ça, c'est bloqué. Il y a trop d'eau, là, c'est trop de ça. trouble. Là. C'est ça. Et le 7e, bien, on peut rouler un petit bout jusqu'à temps que les militaires nous bloquent le chemin. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. C'est l'expropriation qui s'est passée. Ben oui. Alors, les Irlandais ont été expropriés 2 fois. OK. Ils ont été expropriés en 1914, Première Guerre mondiale. Et les cultivateurs ont perdu leur ferme et tout ça. Mais c'était pas un si grand territoire que ça. Mais ça fait mal quand même aux familles. Ben oui. Ils ont perdu leur gagne-pain. Ensuite, il y a eu l'expropriation des années 60, 63, 64, où là, ils ont pris 10 000 arpents. Donc, toutes les fermes qui avaient au-delà de la base ont été rapatriées au gouvernement fédéral. Donc, Shannon, c'était grand. Là. C'était la base avec le Shannon d'aujourd'hui. Oui, mais pensons Sainte-Catherine, ça incluait ça. Là. Ouais, c'est c'était ça, toute Sainte-Catherine. Là. C'est ça. Mais en 47, Shannon est devenu une municipalité. Mais avant ça, c'était Sainte-Catherine. Donc, on parle d'un espace assez grand, merci. Pourquoi à 47? C'est tard un peu comme... Ce qui est arrivé, c'est que, compte tenu de la grandeur du territoire, n'oublions pas qu'il n'y avait pas d'expropriation, là, Non, c'est ça. la deuxième, c'est-à-dire, les gens disaient, bien, on n'est pas entendu au conseil, on est trop loin, on est perdu, la distance est trop grande. Fait qu'ils ont décidé de séparer puis de faire un conseil pour Shannon en particulier, une municipalité comme telle. Okay. Qui est très anglophone, il faut le dire aussi. Il l'était. C'est de moins en moins. Il faut dire que c'était très rural, c'était toutes des fermes, mais maintenant, c'est devenu un grand développement, Shannon. Ouais, C'est ça. Mais je ne parlerai pas pour Shannon, je vais parler pour Sainte-Catherine. Oui, Alors, c'est ça. Alors, les presbytériens et les catholiques s'entendaient très bien. Ouais. Ils partageaient même des fois les mêmes salles, les mêmes sermons, ça a l'air. Et puis, les missionnaires passaient ici dans les années 1820. Et il y a des actes religieux qu'on retrouve à Lévis, à Aubigny. L'Anglicane, la salle de spectacle, c'était l'église Holy Trinity, presbytérienne. Okay. Et j'ai trouvé des registres de mes ancêtres de baptême, là. Ah, ouais? Oui, qui vivaient ici à Sainte-Catherine. Okay. Alors, Si je ne me trompe pas aussi, au départ, les curés étaient aussi irlandais. Oui, ça, hein? les curés parlaient anglais, faisaient leurs sermons, leur service en anglais. Et puis, c'était comme ça, parce que la population, 75 à 80 de la population était irlandaise. Oui, c'est ça, on parlait anglais. Il y en a encore qui parlaient gaélique à l'époque, dans le temps. En plus, c'est ça, c'était complexe, ça faisait un peu plus complexe. Ouais. Et puis, comme je vous dis, les chemins étaient tellement mauvais. Au printemps, c'était de la boue. Et puis, à l'automne, quand il pleuvait, c'était le même problème. Les gens préféraient se déplacer l'hiver. Les chemins d'hiver étaient très populaires parce que ça permettait de partir à n'importe quel moment. Ben oui. Et puis, comme je vous dis, les familles irlandaises, il y en a sur les panneaux, comme vous pouvez voir. Oui, c'est ça, je vais le mentionner. Il y en a une longue liste. Plus on fouille, plus on en trouve. Et puis, ces noms-là sont encore là aujourd'hui. Il y a des familles qui sont disparues, les McLennan, les Guilfoyle, tout ça, sont disparus de Sainte-Catherine. Mais encore aujourd'hui, il y a des familles, les Driscoll, les O'Shea Neville, toutes ces familles-là, Kylie, sont encore à Shannon. Et puis, ça, c'est les descendants des Irlandais qui sont venus s'établir ici. Et là, on ne l'a pas mentionné, on est au domaine du Grand Héron. Et justement, juste avant de prendre la piste de la liseuse, vous avez des panneaux qui sont vraiment intéressants et qui résument un petit peu ce qu'on vous a dit là, depuis quelques minutes. Absolument. Oui, ces panneaux-là expliquent très bien ce qui s'est passé à l'époque. J'ai trouvé ça très intéressant, les relire. Et puis, en passant, juste la piste cyclable ici, c'est le premier chemin de Sainte-Catherine. Oui. Qui se rend à l'église. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Alors, les gens qui vont venir au parc, ils vont avoir un petit cours d'histoire en passant. Je trouve ça très intéressant.
Donc, ben, c'est ça, il y a quelques photos aussi qui vous permettent de revoir un petit peu tout ça. C'est ça qui est intéressant. Alors, j'invite les gens à venir voir ça, de faire une bonne petite marche et puis de ne pas hésiter à aller voir notre site de Société historique catrinoise. Oui. Et puis, on a des photos, on a des articles, on a toutes sortes de choses qui sont intéressantes. Alors, puis on sera à la journée du citoyen aussi pour aider les gens à avoir accès à toutes ces choses-là. Voilà. Bien, merci beaucoup. Plaisir. Merci. Alors, on a le plaisir de parler de la rivière avec un grand connaisseur, M. Claude Sauvé, que vous connaissez sûrement, président de la CBJC. Mais ça fait longtemps que vous vous occupez de la rivière, hein? Je pense que oui, ça fait depuis le début des années 80. Je ne suis pas un des fondateurs, et il faut dire qu'il y a encore un des fondateurs de la corporation qui est sur le siège social, qui est sur le conseil d'administration, c'est-à-dire. Okay. Et il y a 3 fondateurs essentiellement là, qui ont créé cette corporation-là, qui est née avec le projet d'introduire le saumon sur la rivière Jacques-Cartier. Le saumon qui est disparu de la rivière en 1913, quand ils ont construit à Donnacona, Cap-Santé, un barrage pour alimenter une usine, commencer à flotter le bois. Et donc, on a flotté le bois. Et à ce moment-là, le saumon ne pouvait plus remonter la rivière. Et donc, il est disparu de la rivière. Ce qui a donné un peu l'étincelle pour repartir le système, c'est-à-dire réintroduire le saumon, ça a été la fin du flottage, qui s'est matérialisé en 1976. Vers 77-78, un groupe de pêcheurs de la région de Québec, qui étaient des maniaques de saumon, se sont dit, oh, si bord, la rivière Jacques-Cartier, ça a déjà été une rivière extraordinaire de saumon, plein d'histoires. Fait qu'ils ont dit, OK, ça serait intéressant de convaincre les biologistes du ministère de Loisirs, Chasse et Pêche à l'époque, de réintroduire le saumon dans Jacques-Cartier. On garde ça, et puis donc, ils commencent à travailler ça. Ils forment une corporation qui s'appelait le Comité à l'origine, qui a été fondée en 1979. Donc, ça va faire 40 ans l'année prochaine. Corporation de restauration de la Jacques-Cartier à ce moment-là, avec comme thème une rivière pour tous. Donc, il y avait une implication de l'ensemble. C'était pas juste des pêcheurs. Toutes les municipalités étaient partie prenante, il y avait plein de pêcheurs, il y avait plein de gens intéressés. Moi, je ne suis même pas un pêcheur de saumon, puis je suis impliqué depuis 1981, puis j'en connais plusieurs qui sont impliqués dans ce projet-là, qui ne sont pas des pêcheurs de saumon, mais qui sont des amateurs de nature, des amateurs de rivières, qui aiment beaucoup, qui aiment leur milieu de vie. Alors, en 1979, donc, commence ce projet-là. On convainc les ministères, des biologistes de recréer la souche Jacques-Cartier. 81, on commence à faire des ensemencements, faire payer des expériences. Puis, 82, 83, le saumon revient. On s'aperçoit que les ensemencements qu'on a fait, ils reviennent rapidement, mais ils reviennent. Et en 85, on convainc le ministère, à ce moment-là, le gouvernement, de construire une passe à saumon à Donnacona. Pas seulement assez particulière parce que la rivière Jacques-Cartier, elle a naturellement un obstacle majeur pour la montée du saumon. C'est la gorge des Rilles, qui est un obstacle naturel qui existait avant. Ça ne veut pas dire que le saumon ne montait pas plus haut que la gorge des Rilles, mais il montait en moins grand nombre parce qu'il s'appelait des conditions particulières. Le flottage a abîmé la gorge des Rilles. Ils ont dynamité la rivière pour faciliter le passage des billes. Donc, c'est spécial, hein? On en voit encore des billes dans la rivière, puis vous laissez ça comme ça. Hein? Oui, on ne bouge pas ça parce que remettre ça, enlever ça parce que ça remettra le sédiment en suspension. C'est comme si la rivière en a fait son nid, elle a comme c'est rééquilibré avec ça. Puis on ne touche pas à ça. C'est mieux de ne pas toucher à ça. Il y a des gens qui disent il faut l'enlever. La pollution est finie, là. C'est sédimenté, c'est
C'est tout à fait correct. Il ne faut pas bouger ça. Là. C'est pire de le bouger que de ne pas le bouger. Fait qu'on on laisse de même. Fait que toujours pour poursuivre, donc 85, on construit ça avec un piège de capture parce que plus haut, il y a cette gorge-là. Puis en haut de ça, il y a 2 barrages. Un barrage qu'on appelle à Port-Rouge, McDougall, avec une centrale hydroélectrique, et un barrage un petit peu plus haut qui s'appelle le barrage Bird, avec aussi une centrale électrique, qui ont été construits dans les années 30. Alors, il y avait comme un obstacle majeur, la gorge, qui était un peu abîmée, et 2 centrales. Fait que là, ça passe pas, donc il fallait le capturer, le monter en amont de ces barrages-là, et particulièrement dans un endroit qui était sécuritaire pour les saumons, parce qu'il faut comprendre que le saumon, quand il se reproduit à l'automne, au mois de novembre, ben, il est comme vulnérable. Hein? On peut même descendre dans l'eau, quasiment le prendre à ses mains quand il est dans cette situation-là. Il est comme dans un état second, mettons. Ce qui fait que on les emmenait dans le parc de la Jacques-Cartier, pour leur permettre de la production. Progressivement, on a construit a commencé à construire la population de la rivière. On a, vers le milieu des années 90, les barrages qui appartenaient à la Domtar, qui était la compagnie qui avait hérité de la première compagnie de papier, Donnacona Paper, je pense que ça s'appelait. Oui. Donc, la Domtar met ses barrages en vente. Nous, on avertit le Domtar qu'on est là pour restaurer la rivière. Fait qu'on contacte la compagnie, puis on dit, nous autres, on est là, puis on veut que les acheteurs, là, ils tiennent compte de ça. Fait qu'on est en des négociations avec notamment 2 acheteurs, 2 compagnies. Une compagnie qui est une espèce de consortium qui venait avec des gens de Montréal et des gens de l'Ontario, qui est devenu Algonquin Power, qui est propriétaire de la centrale à Cap-Sardé de Donnacona, et les frères Lemaire, qui ont créé une petite société qui s'appelle AMSP Hydroénergie maintenant, qui est constitué des enfants de Bernard Lemaire et avec lesquels on a conclu une entente pour que ces gens-là, en même temps qu'ils font des profits sur l'énergie, ben ils contribuent à l'investissement de la rivière. Et on parle des premières ententes en 1994, la deuxième en 1997. Ces ententes-là poursuivent tout le temps et ces compagnies-là continuent de contribuer à l'investissement du saumon. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le projet a pu durer si longtemps, c'est qu'on a réussi à capter cette ressource privée qui contribue maintenant. Et donc, en gros, le financement de la restauration actuellement, c'est essentiellement privé. Donc, on poursuit avec la reconstruction de ces barrages-là, les centrales qui s'installent ou qui s'améliorent, protection de la dévalaison des saumonaux, toutes ces choses-là. Et on s'amène, jusqu'en 91, on crée une ZEC Saumon, parce que là, on commençait à manquer de sous. Les temps étaient difficiles, 91. Le gouvernement nous permet de faire une VEC Saumon pour un peu avoir de l'air. La VEC Saumon, c'est pas avéré aussi, appelons ça rentable, qu'elle avait dû l'être, ou qu'on prévoyait l'être. C'est comme beaucoup de projets, ça arrive souvent, ces affaires-là. Et donc, on a, vers 2002, c'est la politique nationale de l'eau au Québec. Et donc, on avait, à ce moment-là, la rivière Jacques-Cartier était choisie comme un des 33 bassins versants sur lesquels il faisait une expérimentation sur la gestion des bassins versants. Et à ce moment-là, on a été interpellé. Est-ce qu'on continue comme organisation qui s'intéresse particulièrement au saumon, ou si on devient une organisme de bassin versant? Autrement, ça avait été un autre organisme en parallèle. Alors, on a fait des démarches et on s'est transformé en organisme de bassin versant. À partir de 2004, on est devenu un organisme de bassin versant. On s'occupe de gestion de l'eau, on supporte les municipalités. Maintenant, au lieu d'être la rivière pour tous, c'est une ressource pour le milieu. Donc, on aide les villes, on aide les gens à mieux gérer l'eau. On obtient du support du gouvernement pour faire ce job-là. C'est le plan directeur de l'eau, c'est ces choses-là. Donc, le saumon se poursuit. Cette année, c'est pas une année de faste en termes de saumon. D'ailleurs, j'arrive de Gaspésie et c'est pas terrible, les Montezans, parce que l'eau est chaude, ils n'ont pas beaucoup d'eau. Ici aussi, là, il n'y a pas eu beaucoup d'eau.
On est à 235, 238, on prévoit 250. Les biologistes au ministère sont très, très contents de cette situation-là, compte tenu de toutes les circonstances de ce qu'ils voient sur les autres rivières à saumon au Québec. Donc, l'année passée, on était à 600. On a vécu il y a 2014 la rupture du barrage de Donnacona, qui était un événement qui était assez tragique pour nous parce que ça voulait dire qu'on ne pouvait plus capturer du saumon à Donnacona. Ça vous a arrêté 3 ans environ. Fait qu'il a fallu capturer du saumon plus loin. C'est ça. Et là, le capturer à bras. Pendant 3 ans. L'année passée, le barrage a été reconstruit par la Société Algonquin. Et il y a 3 ans, durant ces 3 années-là, on était obligé de littéralement transporter un à un dans le camion pour le transporter avec des civières. Après ça, l'année passée, on a ouvert techniquement la passe. Cette année, on l'ouvre au public, mais pas trop de publicité parce que ces chantiers, encore, il faut aménager ça. On n'a pas fini d'aménager ça. Fait que là, on a investi particulièrement avec la ville de Cap-Santé à améliorer ça, puis on veut faire une meilleure vitrine encore, améliorer beaucoup notre vitrine sur la rivière à Cap-Santé. J'aimerais ça qu'on parle de la rivière à saumon, mais il y a peut-être 100, 150 ans. Oui. Vous avez sûrement bien des témoignages là-dessus. C'était faste ici, là. Oui, bien la rivière Jacques-Cartier était une rivière à saumon réputée. Il y avait une des raisons, c'était que c'était pas la seule, mais c'était près de Québec. Donc, à Québec, il y avait de la population, il y avait des militaires. Fait qu'il y a eu des camps de pêche à saumon. La rivière Jacques-Cartier était une rivière à saumon réputée. Probablement, je crois qu'une des premières piscicultures à Québec a été faite à Québec par un nommé Nettle qui était à Port-Rouge, qui avait c'était privé à cette époque-là, c'était pas public. Donc, il y a eu plein d'histoires et il y a eu même de la surpêche à un point tel qu'on a craint pour la survie de l'espèce dans les rivières parce que, bon, comme d'autres choses, hein, si on ne contrôle pas, on a souvent des excès d'utilisation de nouvelles sources comme le saumon. Mais après ça, ben, tranquillement, pas vite, ça s'est rétabli, mais les travaux industriels sur la rivière vont commencer avant 1913, mais parce qu'il y a un moulin à scie à Pont-Rouge. Mais c'est pas ce qui a affecté vraiment le saumon. Ce qui a affecté le saumon, c'est vraiment la construction du barrage et en 1913, puis qui a fait que c'est terminé, là, je veux dire, c'était terminé. Puis l'effort devait être... Voyez-vous, là, ça fait 40 ans qu'on travaille là-dessus. Ça prend du monde persévérant, vous voyez, hein? Mais je vous avoue que je regarde les membres de notre conseil d'administration, des membres qui sont bénévoles, et puis je constate qu'il y a, comme moi, je fais depuis 1981, je suis là-dedans. J'ai un autre collègue à matin qui fait du bénévolat à Cap-Santé, la passe obligatoire, qui est là depuis 1980. J'ai un des fondateurs qui est là. Ça fait qu'on a les gens d'origine il y en a beaucoup qui sont investis et qui n'ont pas lâché le morceau. Et le support du monde, du milieu, des municipalités qui nous permet qui nous a permis d'une si longue vie. On est probablement une des organisations de type environnemental ou de conservation qui est probablement le plus vieux au Québec, là, dans le domaine des bassins versants. Fait que c'est le support du milieu, c'est notre persévérance qui nous a amenés là. Fait que le saumon aujourd'hui, ben, puis progressivement, on commence à penser à ouvrir la pêche dans un horizon de 4-5 ans, dépendant des montées encore. Mais là, ça va être tout à fait différent. Il n'y aura pas de ZEC, ça va être dans des endroits particuliers, avec des projets concoctés avec les villes qui vont être, puis des sites particuliers. Ça va être très différent de ce qu'on a connu avec la ZEC parce que ça posait des problèmes pour les pêcheurs à la truite. La pêche au saumon, ça exige la pêche à la mouche. Parce que le saumon ne se nourrit pas en montant et on l'agace. Mais si on le pêche puis on troll, on risque de le blesser. C'est pour ça c'est interdit la pêche à la truite. Ça nuit aux autres sortes de pêche, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs à la truite, il y a beaucoup d'autres espèces. Voilà. Ben, c'est une belle histoire, bien résumée. Merci beaucoup, M. Sauvé. Ça fait plaisir. On passe à un autre intervenant. Un autre parent. Ouais, c'est ça.
de Claude Faneuf, je suis conseiller municipal à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et je vous présente aujourd'hui Place de l'Église. C'est un parc, c'est moi qui ai développé la vision il y a déjà quelques années. Alors, M. Faneuf, justement, on est devant la fontaine. Il y a une inauguration qui s'en vient. On va en avoir des images justement à l'écran. Il y a des panneaux, tout ça. Fait qu'expliquez-nous c'est quoi le concept. Je pense que c'est important le mot mémoire dans votre concept. Oui, tout à fait. Alors, Place de l'Église, c'est pas un lieu historique. Place de l'Église, c'est un lieu de mémoire. Alors, la phase 1 a été commencée l'année dernière et ça se termine actuellement. Alors, la phase 1, c'est l'aspect nature. Une phase 2 va venir sur le patrimoine. Mais quand je dis lieu de mémoire, c'est que la première chose qu'on a faite quand on a regardé Place de l'Église, on a regardé ce qu'il y avait autour. Et qu'est-ce qu'il y a autour? C'est qu'il y a la rivière. Il y a l'église qui était le centre villageois de l'époque. La rivière, c'est quoi les particularités? Elle a été utilisée par les Autochtones, les Premières Nations. Ensuite, il y a eu la drave. Il y a eu le développement de la municipalité à ses tout débuts dans le centre-ville. Et il y a eu la réintroduction du saumon en 1983. Alors, tous ces éléments-là ont été des éléments rassembleurs pour bâtir la thématique de Place de l'Église, la phase 1. Alors, il y a 4 panneaux d'interprétation. En plus de la fontaine, il y a 4 panneaux d'interprétation. Un porte sur le cycle du saumon. Un autre nous rappelle le bassin versant. Qu'est-ce qui s'est passé sur la rivière? On parle un peu de géologie, mais on présente le bassin versant. Et on dit aussi qu'il y a eu de la drave, qu'il y a eu des barrages. Un autre panneau porte sur l'utilisation par les Premières Nations de la rivière, source de nourriture, source de biens et aussi voie de navigation vers l'intérieur du pays. Et le dernier panneau aux côtés de la rivière, c'est lui qui nous rappelle le centre villageois, le premier pont, et présente un peu le pilier, qu'est-ce qui s'était passé au début de la création de la municipalité. Il y a une chose que vous me disiez qui était très importante qu'il faut mentionner, c'est que vous n'avez pas écrit tous les panneaux. Il y a même des intervenants que vous avez été chercher directement. Oui, tous les panneaux ont été écrits par les intervenants dont c'était leur sujet. Alors, les panneaux sur le saumon ont été écrits par des personnes de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Le panneau sur l'histoire amérindienne a été écrit par des représentants des Premières Nations eux-mêmes. Alors, c'est la nation Huron-Wendat qui, avec ses auteurs, qui a écrit ce panneau-là. Et le dernier panneau sur l'histoire, c'est le président de la Société d'histoire catarinoise qui a écrit le panneau, naturellement avec notre collaboration, vérification linguistique, sauf pour le panneau sur la nation Huron-Wendat, c'est eux, leur conception de A à Z. Vous m'avez parlé de deuxième phase, patrimoine. Là, on va parler, j'imagine, du cimetière devant l'église, c'est ça? Dans la deuxième phase, alors, ça va être la partie patrimoniale. Il va y avoir le cimetière qui va être restauré et il va y avoir un hommage aux familles souches. Mais là, le détail n'est pas encore finalisé, mais ça va porter sur le patrimoine humain. Je ne veux pas oublier non plus, en plein milieu, il y a une roche avec une pensée de Saint-Denis-Garneau. C'est intéressant, ça aussi. Oui, et ça existait déjà dans le parc du Grand Héron. Mais étant donné que Place de l'Église va être un lieu de mémoire, on a ramené la plaque ici. Naturellement, il y a le lien Saint-Denis-Garneau, le corps de Saint-Denis-Garneau il est dans le cimetière. Alors, on veut ramener ici, ça va vraiment être un lieu de mémoire. Puis je pense que dans 50 ans, ça va devenir un lieu historique. Je trouve ça intéressant. En plus, c'est un lieu où on peut s'arrêter, s'asseoir, on peut relaxer. Vous avez fait des beaux belvédères aussi. C'est vraiment le fun de voir l'ensemble. L'idée de départ de Place de l'Église a émergé dans ma tête en 2012, lorsque j'ai collaboré au plan stratégique de la ville. Et j'avais écrit à cette époque-là un lieu animé. Alors, pour le rendre animé, il faut qu'on fasse des choses. Alors, la première chose, c'est des bancs pour venir s'asseoir. Il y a le marché de Place de l'Église qui a été inauguré il y a quelques semaines. Alors, on amène du monde ici. L'idée, c'est que c'est pas de mettre des panneaux et qu'ils ne soient pas lus. C'est pas de mettre une fontaine qu'elle soit vue juste de la rue. C'est mettre des installations pour que ça soit vivant. Et à la longue, il va y avoir plein d'activités. Moi, je vois des activités d'interprétation pour les jeunes scolaires. S'ils parlent du saumon, ils ont des aquariums, bien, ils vont pouvoir venir voir la fontaine, faire le lien. Ah, il faut que ça devienne un lieu animé, puis je pense qu'il n'y a pas de problème, ça va devenir un lieu animé. On va vous souhaiter bonne chance pour les prochaines années. Je pense que vous avez encore beaucoup de boulot. Oui, en effet. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Alors, on est ici dans le cœur du Niawantio. Notre territoire ancestral, c'est le Niawantio. On est au cœur.
Et j'étais très heureux de savoir aussi qu'il y a eu des pionniers aussi qui ont participé à l'édification de cette merveilleuse communauté-là, la communauté de Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier, de Fossambeau. Et on reconnaît aussi la présence ici, sur la côte, d'un illustre personnage, le juge Juchereau du Chêne, quand même, pas n'importe qui a présidé une commission royale d'enquête sur les territoires, sur la division des territoires entre Premières Nations et la colonisation. Alors, on a tous appris ça, nous autres. Peut-être pas dans les livres d'école, mais à un moment donné, on espère que les livres d'école, on espère qu'on va avoir une chance de voir nos enfants apprendre un petit peu plus l'histoire locale, l'histoire de la région, qu'est-ce qui s'est passé au juste, et en même temps, peut-être entendre la version des Premières Nations, donc la nation Huron-Wendat. Mai 2017, nous avons fait part aux médias de la volonté du Conseil de créer ici même un lieu symbolique, un lieu de rassemblement. Pour ce faire, le Conseil a choisi un concept d'aménagement cohérent, intégrant plusieurs éléments, tels un belvédère, une fontaine et un lieu d'interprétation. Nous annoncions également d'autres éléments à venir pour commémorer nos familles souches, la présence des immigrants irlandais et la présence du séminaire, du cimetière Juchereau du Chêne, tout juste à côté. D'ailleurs, son surnom, c'est le cimetière des Irlandais. Dans ce milieu repose Antoine Juchereau du Chêne, Eugène Étienne Taché, architecte de l'Hôtel du Parlement de Québec, auteur de la devise de Québec, Je me souviens, Oscar Prévost, Hector de Saint-Denis-Garneau et Anne Hébert. C'est là que reposent aussi les nombreux Irlandais qui sont à l'origine de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, dont les membres de la famille de l'ex-premier ministre du Canada, Brian Mulroney.